Alors, je ne vous apprends rien si je rappelle que les patients diabétiques de type 2, merci, les patients diabétiques de type 2 courent un risque élevé de développer une maladie cardiovasculaire. Et ces faits ont été démontrés par plusieurs études, comme vous le voyez sur cette plaque. Ça d'une part, d'autre part, plusieurs grands essais cardiovasculaires qui ont utilisé les analogues de GLP-1 et les inhibiteurs de SGLT2 ont démontré des réductions robustes et significatives des événements cardiovasculaires majeurs. Et ces données probantes ont changé le paysage et le paradigme du traitement du diabète de type 2. On est passé d'une approche, disons, glucocentrique à une approche beaucoup plus qui s'intéresse à l'évaluation du risque cardiovasculaire et à la prévention des événements cardiovasculaires majeurs, notamment la maladie cardiovasculaire athéromateuse, la maladie rénale chronique et l'insuffisance cardiaque. Et à partir de ces essais, il y a eu de fortes recommandations en faveur de l'utilisation de ces deux familles avec des avantages fondés sur des preuves pour réduire le risque cardiovasculaire chez les diabétiques de type 2 à haut risque, et ceci indépendamment, et ça c'est très important à le souligner, indépendamment d'un bon contrôle supplémentaire de la glycémie. Mais malheureusement, malgré les preuves constantes du bénéfice de ces essais en matière de maladies cardiovasculaires athéroscléreuses, le nombre de patients recevant ces médicaments reste faible et parfois les prescriptions sont inappropriées, et je suis sûr que vous avez l'occasion de voir ces prescriptions plus ou moins irrationnelles parfois, surtout d'un certain nombre de praticiens. Alors si on se focalise beaucoup plus sur les analogues de GLP-1, selon ces recommandations internationales, environ, et ça c'est à l'échelle mondiale, environ 30 à 60% des diabétiques de type 2 seraient éligibles aux analogues de GLP-1, mais en réalité, seulement 1 à 10% profitent de cette classe thérapeutique. Et ça reste des pourcentages, comme vous le voyez, des pourcentages qui sont très faibles. Alors, pour illustrer cette constatation, je vais partager avec vous deux études américaine. La première, elle s'est intéressée à la prescription des analogues de GLP-1 et des inhibiteurs de SGLT2 chez les patients diabétiques avec cardiopathie, avec coronaropathie. Ça a été mené entre 2014 et 2020. Et ce qu'on a observé à travers cette étude, c'est que, bien évidemment, il y a eu une augmentation, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir, une augmentation de la prescription des inhibiteurs de SGLT2, soit à environ 39%, une légère augmentation plus timide de la prescription des analogues de GLP-1. Et puis, ce qui est ressorti à partir de cette étude, c'est que, d'une façon générale, les prescriptions des inhibiteurs de SGLT2, les analogues de GLP-1, restent peu fréquentes chez les diabétiques de type 2 avec coronaropathie. Et puis parmi environ les 1500 diabétiques de type 2 atteints de coronaropathie, seulement 17,6% ont bénéficié d'un traitement à base d'inhibiteurs de SGLT2 et seulement 5,5% de patients ont bénéficié d'un traitement à base d'analogues de GLP-1. Et ça reste, comme on l'a dit, des pourcentages très 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 faibles. Alors la deuxième étude, toujours américaine, elle a été réalisée entre 2015 et 2020, et l'objectif c'était de voir les tendances des prescriptions mensuelles chez les cardiologues et les non-cardiologues. Quand on dit les non-cardiologues, ils se sont intéressés aux endocrinos, néphros, les internistes, également ce qu'on appelle aux États-Unis les médecins de premier secours ou bien les praticiens de premier recours plutôt. Ce qui est ressorti de cette étude, après l'analyse de pratiquement 120 millions d'ordonnances, c'est que les prescriptions mensuelles des cardiologues ont été multipliées par 12 pour les inhibiteurs de SGLT2 et par 4 pour les analogues de GLP-1. Les endocrinos étaient en tête en termes d'ordonnances délivrées par médecins en 2020. Les cardiologues
et non pas les non-cardiologues, ont prescrit plus les inhibiteurs de SGLT1 plutôt que les analogues de GLP1. Donc, et ça, on le voit dans notre pratique courante au Maroc. Et puis, les cardios ne représentaient qu'une très faible proportion de l'utilisation totale, contribuant à un sous-traitement des diabétiques de type 2 avec des niveaux de risque cardiovasculaire élevés. Donc, ce qui se passe au Maroc, ça se passe également dans d'autres pays, notamment les États-Unis. Alors, qu'en est-il au Maroc? Malheureusement, et à ma connaissance, il n'y a pas d'études dans ce sens, donc il va falloir faire des études dans ce sens pour voir qui fait quoi. Est-ce que c'est les endocrinos? Est-ce que c'est les cardios? Est-ce que c'est les néphros? Est-ce que c'est d'autres praticiens? Alors, le principal constat, c'est beaucoup plus ce qu'on reçoit en pratique courante, c'est des patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire ou bien à très haut risque cardiovasculaire qui ne bénéficient d'aucun traitement protecteur sur le plan cardiovasculaire. Est-ce que c'est la part du médecin traitant, c'est-à-dire dû à une inertie thérapeutique? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est l'accessibilité? Ou bien c'est un problème de remboursement? Et puis, depuis pratiquement un an et demi, on a commencé à recevoir des patients diabétiques de type 2 avec maladie athéroscléreuse confirmée, sans insuffisance cardiaque ni néphropathie, mais bizarrement mis sous inhibiteurs de SGLT2, notamment par les cardiologues. Est-ce que c'est la facilité qui pousse les cardiologues à agir de cette façon? Alors, que disent les recommandations? Alors, selon les recommandations, il faut faire devant tout patient diabétique de type 2, quel que soit son âge, quelle que soit l'ancienneté du diabète, il faut faire un screening des atteintes des organes cibles et également une évaluation du risque cardiovasculaire, et ce sont des étapes incontournables chez tout diabétique de type 2 qui vont nous permettre de choisir le traitement approprié et le bon traitement en fonction du profil du patient diabétique. Alors, pour illustrer cette démarche, j'ai choisi une vignette clinique ou bien un cas clinique. Ça concerne M. Brahim, c'est un patient de 62 ans, retraité de la fonction publique, mutualiste, ayant une bonne hygiène de vie, diabétique de type 2 depuis 15 ans, avec un antécédent familial d'infarctus chez un frère survenu à l'âge de 50 ans. C'est un patient qui est obèse avec un IMC à 32 kg par mètre carré, un tour de taille à 106. Il est également hypertendu, bien contrôlé sous association d'inhibiteurs calciques et ARA2. Il a également une dyslipidémie sous 20 mg de Crestor, avec un LDL cholestérol proche de l'objectif. Et sur le bilan, on trouve également une légère cytolyse avec une stéatose hépatique à l'échographie. L'hémoglobine glyquée n'est pas horrible, elle était à 7,3%, sous Amarel 3 mg, et Janumette 50 sur 1000 2 fois par jour. Sur le plan clinique, il a un DN4 à 3/10, des poux périphériques qui sont présents. Le CG retrouve des séquelles de nécrose en entéroseptale, donc c'est un patient qui a déjà fait peut-être un infarctus silencieux, une cardiopathie ischémique silencieuse. L'épreuve d'effort était positive sur le plan électrique et négative sur le plan clinique, avec pas d'anomalie à l'ETT, il y a une choro qui est prévue. Et puis l'écho-doppler artériel des troncs supraaortiques a montré la présence d'une surcharge athéromateuse diffuse des deux carotides avec une sténose à 60% à gauche. L'examen ophtalmo sans anomalie, la fonction rénale est correcte et le rapport albumine-créatinine est normal. Alors, je crois que vous êtes au courant qu'en quoi il y a quelques mois, il y a eu la publication des dernières guidelines de la Société européenne de cardiologie. Donc, parmi les actualités de ces recommandations ou bien de ces guidelines, ils ont proposé une nouvelle stratification du risque cardiovasculaire qu'on va voir juste après. Ils insistent sur le dépistage, le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires chez les diabétiques. Et pour individualiser les stratégies du traitement, ils ont proposé ou ils ont introduit un nouveau score de risque de maladies cardiovasculaires sur 10 ans, spécifique aux diabétiques de type 2, sans maladie cardiovasculaire athéroscléreuse ni lésions graves des organes cibles.
Alors, je sais que vous vous rappelez des anciennes guidelines de l'ESC et de l'ASD de 2019, et vous vous rappelez qu'en quoi il y avait 3 niveaux de risque en fonction de l'ancienneté du diabète, en fonction du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire et en fonction de la présence ou non de maladies cardiovasculaires, athérosclérose ou non. Et dans ces guidelines, il n'y avait pas de niveau de risque faible, il n'y avait que le risque intermédiaire, le risque élevé et le risque très élevé. Je parle en termes de risque cardiovasculaire. Et puis il y avait des situations intermédiaires qui posaient problème. Et vous savez très bien que le professeur Paul Valency est un fervent défenseur des explorations qui vont nous permettre de plus ou moins classer ou mettre le patient soit en risque intermédiaire ou bien plutôt en risque élevé ou bien en risque très élevé en fonction des résultats et en fonction du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire. Alors ce qui est nouveau avec les nouvelles recommandations de 2023, c'est qu'ils ont réintroduit le risque faible. Et puis ils ont oublié la durée du diabète, les facteurs de risque cardiovasculaire. Ils se sont basés essentiellement sur la présence ou non de maladies athéroscléreuses, la présence ou non d'atteinte des organes cibles sévères. Et puis ils se sont basés également sur ce fameux score de diabète. Et en fonction des valeurs de ce score, on va mettre ou bien classer le patient soit à très haut risque cardiovasculaire, à haut risque cardiovasculaire, à risque modéré ou bien un risque faible. Alors, lors de l'évaluation du risque cardiovasculaire, ces recommandations insistent sur la prise en compte des antécédents médicaux et familiaux et les symptômes, les résultats des bilans et la présence de maladies athéroscléreuses et la présence ou non d'atteinte des organes cibles. Alors, il n'y a pas suffisamment de preuves solides pour recommander la mesure du score calcique ou bien de l'épaisseur intima média afin de reclasser le risque cardiovasculaire chez les diabétiques de type 2. Et j'ai vérifié, alors les recommandations, les guidelines de 2019, il y avait Paul Valency et qui insistait sur la place de ces explorations plus ou moins pour classer les patients. Et quand j'ai vérifié les auteurs de ces nouvelles guidelines, son nom ne figure plus sur les auteurs de ces guidelines. Peut-être que ils n'ont pas trouvé que c'est intéressant de demander ces explorations pour évaluer le risque cardiovasculaire. Et puis, ils ont défini une atteinte des organes cibles sévères par un DFG inférieur à 45, quelle que soit l'albuminurie, ou bien un DFG entre 45 et 60 ou bien 59 ml par minute avec une albuminurie entre 30 et 300 mg par gramme de créatinine, ou bien une protéinurie supérieure à 300 mg par gramme de créatinine. Sinon, en cas de présence de maladies cardiovasculaires, dans au moins 3 sites, notamment sous forme de néphropathie, de rétinopathie ou bien de neuropathie, c'est considéré comme une atteinte sévère des organes cibles. Alors, ces guidelines recommandent l'utilisation, comme je l'ai dit au début, du modèle score 2 diabète. Il a été élaboré à partir du modèle score 2. C'est une nouvelle version du score qu'on utilisait dans la population générale. Et là, c'est un score qui est dédié aux diabétiques entre 40 et 69 ans, sans maladie athéroscléreuse établie ni atteinte des organes cibles sévères, et ceci dans l'objectif d'estimer le risque d'événements cardiovasculaires mortels et non mortels sur 10 ans. Alors comment faire? Actuellement c'est très simple, j'ai cherché, donc ça existe, on peut télécharger l'application sur nos smartphones ou bien le smartphone du patient, donc ça c'est l'application. Après vous choisissez score 2 diabète, après vous choisissez la région ou bien le pays, et juste une précision, c'est que le Maroc est considéré comme une région à très haut risque cardiovasculaire. Déjà, ce score, c'est basé sur une sorte de carte européenne
pour évaluer ce risque. Et donc, ils ont fait également ça pour le Maroc. Et puis après, on introduit les paramètres sexe, âge, tabac, pression artérielle systolique, cholestérol total, le HDL cholestérol, l'âge du diagnostic du diabète, ça c'est nouveau, l'âge du diagnostic du diabète, l'hémoglobine glyquée et le DFG. Alors si on revient à notre patient, le risque cardiovasculaire estimé ou bien calculé à travers ce score, il était à 25,7%, donc c'est un patient à très haut risque cardiovasculaire. Après, en fonction d'un certain nombre d'éléments, donc soit concernant sur le plan thérapeutique, alors soit c'est un patient à risque intermédiaire ou bien à risque faible, sans atteinte athéroscléreuse et sans atteinte des organes cibles, donc là c'est la place de la metformine en principe. S'il s'agit d'un patient à haut risque ou bien à très haut risque, avec ou sans atteinte des organes cibles, ça c'est la place soit de la metformine au début, puis on ajoute soit un inhibiteur de SGLT2 ou bien un analogue de GLP1, soit on peut commencer par l'un ou l'autre en fonction du profil du patient. Et puis quand il s'agit bien évidemment d'un patient à très haut risque cardiovasculaire avec une maladie athéroscléreuse établie, ça c'est la place, des analogues de GLP1 ou bien des inhibiteurs de SGLT2, et ils insistent sur toujours comme objectif la réduction du risque cardiovasculaire. Quand on a cet objectif, il faut aller directement soit aux analogues de GLP1, soit aux inhibiteurs de SGLT2, et après, si on veut agir sur l'hémoglobine glyquée, on peut associer d'autres médicaments, notamment la metformine, les glitazons, on les a plus au Maroc, et puis après, on peut aller même jusqu'à l'insulinothérapie. Alors, concernant la dernière prise de position de l'ADA en 2023, c'est pratiquement la même chose. Donc, depuis 2022, ils ont mis en retrait plus ou moins la metformine, mais d'une façon générale, ils proposent cet algorithme. Soit on est dans un cadre ayant un objectif en termes de contrôle glycémique et de maintien d'un contrôle glycémique, ou bien ayant comme objectif une perte pondérale. Et là, on va aller aux mesures hygiéno-diététiques, à l'activité physique, à la thérapie nutritionnelle, voire même la chirurgie métabolique quand il s'agit d'un souci de poids. Sinon, on peut commencer par la metformine, et après, si on n'arrive pas à obtenir un bon contrôle aussi, on n'arrive pas à faire perdre du poids aux patients, on peut ajouter soit les analogues de GLP1 en premier, soit les inhibiteurs de SGLT2 en deuxième position. Sinon, quand on est dans un cadre de réduction du risque cardiovasculaire, c'est très clair. Quand on a une insuffisance cardiaque, c'est beaucoup plus les inhibiteurs de SGLT2. Quand on a une maladie athéroscléreuse ou bien un patient avec plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire et un risque cardiovasculaire très élevé, on va opter soit pour les analogues de GLP1 et ou les inhibiteurs SGLT2. Si on a une maladie rénale chronique, on va opter en premier pour les inhibiteurs de SGLT2. Et si on a une intolérance ou bien des effets secondaires, on peut switcher pour les analogues de GLP1. Et puis après, chez les patients, bien sûr, sous bithérapie ou trithérapie orale, si on n'arrive pas à obtenir un bon contrôle glycémique, avant de passer le schéma bedtime, on peut introduire les analogues de GLP1, ou bien même après parfois le schéma bedtime, on peut introduire un analogue de GLP1. Alors, je reviens à notre patient, M. Ibrahim, pour récapituler, c'est un patient qui est obèse, à équilibre glycémique perfectible, donc 7,3, c'est pas méchant, mais on peut le faire mieux. C'est un patient à très haut risque cardiovasculaire, qui a une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse. Il n'a pas d'insuffisance cardiaque ni néphropathie. Et puis, pour ce patient, j'ai arrêté le Janumette. J'ai maintenu la metformine. J'ai réduit la dose de la Marelle, dans l'objectif de l'arrêter ultérieurement. Et puis, je l'ai mis également sous les raclutides à dose progressive tolérée. Alors, que disent les études internationales, qu'elles soient interventionnelles ou observationnelles, concernant
liraglutide sur les paramètres cardiométaboliques. Donc plusieurs études observationnelles multicentriques ont démontré une réduction de l'hémoglobine glyquée d'environ 0,8 à 1,6 par rapport au groupe contrôle, une perte pondérale significative en comparaison avec d'autres médicaments qui peut atteindre 3,5 kg, une amélioration significative du profil lipidique et également une baisse de la pression artérielle systolique. Puis après, suite aux recommandations ou bien aux exigences de la FDA, depuis 2015, ils ont exigé, ou bien depuis plutôt 2008, ils ont exigé des études de sécurité cardiovasculaire pour n'importe quel médicament. Et puis il y a eu cette fameuse étude, après l'étude Emparé, il y a eu l'étude Leader qui s'est intéressée à l'effet du liraglutide chez une population de diabétiques d'environ de plus de 9000 patients, soit en prévention primaire, soit en prévention secondaire, qu'on a randomisé en 2 groupes et qu'on a mis soit sous Victoza, soit sous placebo, en gardant les autres thérapeutiques. Et cette étude avait comme critère principal le fameux MACE 3 points qui comporte la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus non fatal et l'AVC non fatal. Ce qu'il faut signaler, c'est que c'est une étude qui a eu un taux d'achèvement de l'étude, qui a eu un taux élevé d'achèvement de l'étude qui a atteint 97%. Je vais passer rapidement sur les bénéfices de Victoza comparés au placebo. Sur le plan, disons, métabolique, il y avait une réduction significativement plus importante de l'hémoglobine et du poids avec Victoza par rapport au placebo, maintenu pendant 3 ans, et avec beaucoup moins d'épisodes hypoglycémiques. C'est ce qu'on cherche toujours, c'est-à-dire avoir un bon contrôle, une perte pondérale et pas d'hypoglycémie. Donc c'est un compromis qui est très intéressant. En termes de critères, soit critères principaux, soit critères secondaires, dans cette étude, il y a eu une réduction du risque du critère composite primaire de 13% versus placebo, une réduction également significative de la mortalité cardiovasculaire, et également une réduction de 15% qui est significative de la mortalité toutes causes confondues. Pour les autres paramètres, il y avait une réduction, mais non significative par rapport au placebo. Je précisais également, c'est que, comme je l'ai dit au début, il y avait soit des patients diabétiques en prévention primaire ou bien des patients en prévention secondaire, et quel que soit le profil de patient, on a eu un bénéfice, que ce soit pour le critère composite ou bien ses composants. Alors concernant les complications microvasculaires, Victoza a réduit les événements microvasculaires rénaux et rétiniens de 16%, et ça c'est de façon significative par rapport au traitement standard. Et cette réduction a été marquée par une réduction de 22% des événements liés à la néphropathie en particulier, comme vous le voyez sur ce tableau. D'ailleurs, il y a eu, comme je l'ai dit, une réduction des événements microvasculaires, des complications microvasculaires de 16%, et une réduction significative d'un composite, ce qu'on a appelé un composite rénal, composé d'une macroalbuminurie, c'est le maintien d'une macroalbuminurie, un doublement du taux de la créatinine, un recours à l'hémodialyse ou bien un décès d'origine rénale. Et là, pour ce critère composite, il y a eu également une réduction de 22%. Donc là, c'est juste les détails des complications microvasculaires. Côté méta-analyse, il y a eu énormément de méta-analyses depuis la commercialisation de cette famille de médicaments pour le diabète de type 2, et toutes les méta-analyses sont d'accord pour
c'est-à-dire insister sur le bénéfice de cette classe thérapeutique en termes de critères composites, notamment le MACE, la mortalité cardiovasculaire, les AVC et les autres complications cardiovasculaires. Alors, comment expliquer les actions de cette classe thérapeutique? Là, c'est des choses que je vous rappelle, donc vous êtes au courant des actions classiques des analogues de GLP-1. Donc, il y a d'abord ce qu'on connaît sur l'action des analogues de GLP-1 sur le plan de la sécrétion de l'insuline, la sécrétion de glucagon. Donc, les analogues de GLP-1 stimulent la sécrétion d'insuline et inhibent celle de glucagon. Également, ça entraîne une sensation de satiété avec une action centrale. Ça ralentit la vidange gastrique et tout ça contribue à la baisse de la glycémie. Mais à côté de ces actions classiques, les analogues de GLP-1 sont dotés d'actions pléiotropes puisqu'ils ont des récepteurs ubiquitaires pratiquement dans tout l'organisme, et on a des actions beaucoup plus spécifiques au niveau cardiaque et rénal et qui expliquent le bénéfice qu'on peut obtenir à travers la prescription de ces analogues de GLP-1. Alors là, il y a eu beaucoup d'études, je vais passer rapidement, il y a eu beaucoup d'études réalisées sur des modèles animaux pour expliquer l'effet des analogues de GLP-1. Donc là, c'est une équipe double, c'est mix plutôt. C'est des Suisses et des Danois. C'est un article qui a été publié en 2023. Ils ont pris des souris KO en apolipoprotéine E qui ont été soumises à un régime riche en graisse, répartis en deux groupes, un groupe sous liraglutide et un groupe sous véhicule, pendant 8 ou 12 semaines. Et après, ils ont réalisé des échos cardiaques, une imagerie molécule de la crosse de l'aorte avant et pendant et à la fin de cette étude. Ils ont après euthanasié les souris et ils ont fait des analyses biochimiques du sang, des examens histologiques et des examens immunohistologiques des tissus. Ce qui est ressorti de cette étude, c'est que comparativement aux souris qui ont reçu le véhicule et non pas le liraglutide, il y a eu une augmentation de ce qu'on appelle les molécules d'adhésion cellulaire. Il n'y a pas eu d'augmentation plutôt du signal de la molécule d'adhésion cellulaire dans le bras liraglutide, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'atteinte du tissu endothélial. Il y a eu une réduction de la charge de la plaque d'athérome sous liraglutide, avec également une baisse de production des cytokines. Et cet effet ne dépendait pas des niveaux de glucose car l'hémoglobine glycée était inchangée. Là, c'est une autre équipe également chinoise qui s'est intéressée à un phénomène très important, c'est ce qu'on appelle les lésions d'ischémie-reperfusion qu'on peut avoir même chez l'être humain après une thérapie de reperfusion. Donc, et là, ils ont pris des souris divisées en 4 groupes et puis ils ont trouvé comme quoi le liraglutide réduit la zone d'infarction du myocarde et améliore la fonction cardiaque chez les souris diabétiques. Donc là, c'est sur des modèles animaux. Et ça explique plus ou moins l'effet bénéfique sur le plan cardiovasculaire des analogues de GLP-1. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette plaque parce que pour expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'athérogénèse, ça risque de nous prendre au moins 30 minutes. Donc là, c'est juste une plaque, la première partie à gauche qui montre les différents phénomènes qu'on peut avoir et qui participent au développement ou bien à l'apparition des lésions athéroscléreuses, et de l'autre côté, les sites d'action des analogues de GLP-1 qui permettent de faire régresser cette maladie athéroscléreuse qu'on voit chez le patient diabétique de type 2, et on voit que l'intervention se fait à plusieurs niveaux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres actions supplémentaires des analogues de GLP-1? Comme vous le savez, actuellement, il y a énormément de papiers qui parlent de l'effet des analogues de GLP-1 sur ce qu'on appelle la stéatohépatite non alcoolique du diabétique de type 2, également sur les syndromes démentiels, mais jusqu'à présent, on n'a pas de recommandations là-dessus. Côté sécurité, notamment la sécurité envers parce qu'à un certain moment, on a lu des papiers concernant un éventuel risque élevé de carcinome médulaire de la thyroïde
ou bien du cancer du pancréas, mais ça, là, c'était sur des modèles animaux. Là, c'est une méta-analyse assez récente de 2019 qui a montré qui s'est intéressé à 34 articles, soit à peu près plus de 50 000 patients, et qui a montré que les analogues de GLP-1 peuvent être utilisés sans problème de sécurité lié à la néoplasie maligne chez les diabétiques de type 2. Oui, je vais finir dans peu de temps. Alors, concernant M. Brahim, il a été mis sous liraglutide à 1,8 mg par jour, plus la metformine 2 grammes, avec arrêt de la marelle depuis 6 mois. Il a perdu du poids avec un IMC actuel à 30 kg par mètre carré, l'hémoglobine glyquée actuelle à 6,8. Et puis, il y a eu une normalisation, une disparition des transaminases, une disparition de la stéatose. Et dans les bilans qui ont été réalisés, on tombe sur une élévation de la microalbuminurie avec un DFG à 70 ml par minute, avec un ECBE stérile, une écho vésico-prostatique et rénale qui est normale. Alors, que faire devant cette situation? Soit on va ajouter un autre médicament, soit on va arrêter l'un des médicaments et ajouter un autre. Donc, l'attitude actuelle, c'est de garder les analogues de GLP-1 et d'ajouter un inhibiteur de SGLT2, d'autant plus qu'il y a actuellement une atteinte rénale. Donc l'objectif, c'est d'avoir les bénéfices de chacune des deux familles des médicaments, également bénéficier des effets communs aux deux produits. Donc là, c'est juste les effets chimiques et biologiques attendus. Et quel profil peut bénéficier de cette association? D'abord, les patients avec maladie athéroscléreuse et avec de multiples facteurs de risque cardiovasculaire, sans insuffisance cardiaque. Si on a des objectifs en termes d'hémoglobine glyquée ou bien de poids ou bien de pression artérielle, c'est-à-dire améliorer ces chiffres, on peut opter pour l'association. Également, si devant des patients avec une maladie rénale chronique, on peut proposer cette association soit en 2 temps, soit en un seul temps. Bien sûr, il ne faut pas oublier les effets secondaires des inhibiteurs de SGLT2, notamment l'infection urinaire, la candidogénitale, la déplétion volémique, avec le risque d'hypotension et la fameuse DAC euglycémique qu'on peut avoir chez les patients mis sous inhibiteurs de SGLT2. Alors, j'arrive à la conclusion pour rappeler qu'en pratique, la majorité des diabétiques de type 2 sont à haut ou bien à très haut risque cardiovasculaire. Pour une meilleure prise en charge et pour éviter les complications, il faut appliquer les guidelines dans la mesure du possible. Je sais qu'au Maroc, on a la contrainte du coût, on a la contrainte du remboursement, on a actuellement la contrainte de la rupture de certains médicaments. Donc, il faut essayer au maximum de suivre ces recommandations. C'est dans l'intérêt de nos patients. Les grandes études cardiovasculaires ont démontré la place et l'intérêt des analogues de GLP-1 et les inhibiteurs de SGLT2. Et puis, bien évidemment, prescrire la molécule la plus appropriée en fonction du profil du patient et non pas opter pour la facilité, parce que ce qu'on observe actuellement, c'est beaucoup plus opter pour la facilité aux dépens d'une efficacité, surtout sur le plan cardiovasculaire. Et bien évidemment, ne pas oublier la concertation interdisciplinaire et la prise en charge globale et multifactorielle. Donc, toujours avoir un cardio de référence, un néphro de référence pour discuter et ne pas avoir une prescription parfois irrationnelle. Je termine ma présentation pour insister sur la prise en charge d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'obésité, l'HTA, la dyslipidémie. Et puis, il y a une déclaration scientifique qui a été faite par l'Association américaine du cœur, qui insiste bien sûr sur cette prise en charge globale, mais insiste également sur l'équité sociale, l'équité à l'accès aux soins et également travailler sur les composants sociaux chez nos patients diabétiques dont l'objectif principal est la réduction du risque cardiovasculaire. Et je vous remercie. Merci, professeur Bezri, pour votre excellente présentation.